Mes chers amis, bien bonjour. Reconnu aujourd'hui comme un handicap, l'autisme a toujours été présent dans l'histoire. De nombreux travaux ont été réalisés, notamment au XXe siècle, et ont marqué énormément la communauté scientifique de l'époque, notamment par rapport au diagnostic de l'autisme, notamment chez les enfants, avec quelques évolutions bien entendu. Je vous propose justement de découvrir l'histoire de l'autisme, ou du moins des principaux travaux de l'autisme qui ont été réalisés justement au 19e, 20e siècle et qui ont marqué justement le diagnostic de l'autisme et qui ont contribué à poser les bases justement de ce fameux diagnostic de handicap qui est assez mal connu, qui par moments peut faire peur et qui pourtant est présent aujourd'hui chez l'enfant et dont on arrive à déceler les principaux symptômes qui permettent une prise en charge plus rapide de ces jeunes. Dans l'histoire de l'autisme, les travaux de Kapner et Asperberg sont considérés comme fondamentaux, posant ainsi les bases des notions de l'autisme et du diagnostic de ce trouble que nous connaissons aujourd'hui. Au fil du temps, certaines théories ont été conservées et ont servi dans d'autres travaux de recherche. Après eux, donc après Kapner et Asperberg, d'autres chercheurs vont poursuivre justement leur piste de recherche en abandonnant certaines théories et en développant. Toutefois, même si les travaux de Kapner et Asperberg sont les plus connus, on peut souligner que des recherches ont été réalisées bien avant eux. Ces recherches sont peu mises en avant et peu connues. Par ailleurs, le terme autisme n'est pas une définition qui est propre à Kapner. En effet, plusieurs auteurs reprennent cette notion après Kapner. On retrouve également des traces de cette définition bien avant Kapner. On la retrouve dès le 19e siècle, du moins de la toute fin du 19e siècle. En effet, au 19e siècle, certaines maladies infantiles, comme par exemple l'autisme, sont connues sous une perspective bien différente, à savoir que ça va être une perspective psychopathologique qu'on va mettre en avant dans un premier temps. En effet, à cette époque, l'autisme n'a pas la même définition que nous avons aujourd'hui. Au 19e siècle, l'autisme relève plus du domaine de la psychiatrie plutôt qu'autre chose. En 1899, pour désigner l'autisme, Kraepelin, un psychiatre allemand, introduit la notion de démence précoce pour désigner l'autisme. Donc on voit très bien que ce n'était pas de l'ordre du trouble, mais plutôt de l'ordre de la maladie mentale à cette époque-là. Ce dernier donne quelques informations concernant les premiers signes de ce que l'on va qualifier comme étant des psychoses dégénératives. Donc on voit très bien que dès l'époque, dès le 19e siècle, l'autisme, contrairement à aujourd'hui qu'on considère comme un handicap, à l'époque ça relevait plutôt de la maladie psychiatrique et donc qui était soignée par la psychiatrie. On assiste également à une qualification des changements biologiques de ces psychoses infantiles, notamment au moment de la puberté chez l'enfant, avant l'adolescence, à cause notamment de la démence précoce que l'on associe très souvent comme étant l'autisme. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que au 19e siècle, fin 19e siècle, l'autisme et la démence précoce en fait sont une seule et même maladie et ce n'est pas considéré comme un trouble ou une maladie comme aujourd'hui, fait du moins un handicap comme aujourd'hui. C'est plutôt considéré comme quelque chose qui relève de la psychiatrie et donc qu'on va traiter comme une forme de maladie psychiatrique, mais en aucun cas comme un handicap, comme c'est le cas par exemple aujourd'hui. Ça a une définition très différente justement au 19e siècle par rapport justement au 20e qu'on va voir après et dans la partie suivante au 21e, c'est-à-dire de nos jours. Au début du 20e siècle, la notion de démence, donc de démence précoce, pour qualifier l'autisme commence à s'affiner, mais elle va s'affiner de différemment. En effet, en 1808, Santea De Sanctis, un psychiatre italien, introduit la notion de démence préconicine. Cela montre encore une fois qu'on ne considère pas l'autisme comme un handicap, mais qu'elle est encore une fois à cette époque-là, donc bien des années encore, qu'elle est considérée toujours comme une maladie mentale, relevant, comme je vous l'ai dit, de la psychiatrie. Et là, on va plutôt faire basculer l'autisme vers la notion de schizophrénie infantile. Ça, c'est encore autre chose, on en parlera après. Dans sa définition, ou du moins dans ses descriptions, le psychiatre italien décrit cette démence en s'appuyant notamment sur des observations qu'il a faites sur une enfant de 3 ans atteinte justement de troubles du comportement à la suite de traumatismes sévères, donc probablement
rien à voir avec l'autisme, mais pour appuyer sa théorie, il va s'appuyer sur une enfant traumatisée pour justifier justement le fait que l'autisme relève plus de la démence, donc de la psychiatrie, de la maladie psychiatrique pure, que de l'handicap ou que quelque chose de génétique, comme on va le voir, ça va être le cas après. Il constate alors comme symptôme des troubles ayant pour effet une espèce d'effet de répétition, notamment dans les mouvements ou encore dans les paroles, donc quelque chose un peu de répétitif, ou du moins des mots que l'enfant va répéter, avec des phases un peu de catatonie, d'inertie si vous préférez, quelque chose en fait où l'enfant va rester figé, des troubles de l'attention et des problèmes cognitifs importants, dont des problèmes notamment d'interaction. Donc en fait, on va faire un peu une espèce d'amalgame entre une maladie mentale et quelque chose, on va dire, qui relève plus de l'handicap, mais pas qui relève justement de la maladie. Donc en fait, dans cette notion d'autisme, un petit peu comme dans certaines maladies qui relèvent du médical et non pas de l'handicap, on va mettre un peu des trucs un peu fourre-tout, de sorte à justifier justement cette espèce de maladie qu'on connaît très mal et où on a encore un petit peu de mal à décerner ce qui relèverait par exemple de l'autisme et ce qui n'en relèverait peut-être pas, qui peut relever d'un trouble autre que celui-ci. Toutefois, à côté de ces symptômes, le praticien souligne également de grandes capacités de mémorisation, donc une excellente mémoire, et justement et de perception de cette petite fille. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du cas de cette fillette de 3 ans qui a été sévèrement traumatisée, donc on peut supposer que, puisque c'est une étude basée sur une enfant traumatisée, il se peut que ce ne soit pas dû à l'autisme, c'est totalement possible. Donc, le médecin essaie le praticien essaie de mettre en avant, c'est que l'autisme, c'est une espèce de démence, au sens où l'enfant va avoir des moments, on va dire, de réaction et d'autres fois des moments un petit peu, quelque chose, on va dire, qui n'a rien à voir probablement avec l'autisme, mais peut-être qui pourrait relever peut-être de ce que nous, on pourrait qualifier d'aujourd'hui du stress post-traumatique, mais en aucun cas de l'autisme. Donc, il faut faire très attention quand vous lisez justement des études ou des ouvrages ou autres sur l'autisme, il faut faire très attention parce que, comme je viens de vous le dire, on a l'impression un peu que dans cette qualification d'autisme, on a mis un peu des éléments fourre-tout, des choses sur lesquelles on n'a pas forcément d'idées et dans lesquelles on n'a pas forcément de notion type ou du moins de ce qui peut en relever. En 1908, donc toujours à cette même époque, Theodor Heller crée l'expression de dementia infantilis, ou de démence infantile. Donc on reste encore dans le cas de la démence et pas de l'handicap. Et cette forme de démence se caractérise par un aspect plutôt pathologique clinique qui diverge sur quelques points, théorie ou du moins des études de De Sanctis. Donc on reste sur un cas de démence, mais on va dire apporter quelques nuances, mais ce n'est pas encore ça, ce n'est pas encore les notions sur l'autisme que l'on connaît aujourd'hui. Pour démontrer cette forme de démence, comme l'a qualifié Heller, ce dernier se base sur une observation de 6 enfants. Donc on passe d'une enfant de 3 ans traumatisée avec des Sanctis, avec un échantillon, en fait, une expérience menée sur un groupe de 6 enfants. On va voir que ce n'est pas forcément quelque chose qui est inédit dans ce cas-ci pour expliquer l'autisme. Cette observation démontre qu'après un développement normal de l'enfant, donc un développement totalement classique, le praticien constate que chez certains enfants, donc de l'échantillon qu'il a étudié, une espèce de régression évoluant vers un état de démence commence un peu à poindre le bout de son nez. Et cette démence est irréversible. Donc, encore une fois, on va qualifier les premiers symptômes de l'autisme par une forme de démence et pas forcément comme une forme de trouble qui est peut-être plus le mot en adéquation que la forme de démence. La première manifestation de cet état de démence, et je mettais toujours le mot démence entre guillemets, se situe au niveau du langage. En effet, ce dernier se détériore peu à peu et à cela, il faut également ajouter des troubles du comportement comme par exemple une hyperactivité permanente, des gestes ou des comportements ou des paroles répétitives, ce qu'on avait déjà vu avec des Sanctis, ou encore une forme d'anxiété qui peut se traduire par des pleurs, des cris, des colères impulsives ou également brutales ou encore des hallucinations. Donc qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que globalement, ces expériences veulent illustrer quelque chose, c'est que l'enfant peut se développer normalement, mais qu'à partir d'un certain moment, il va y avoir, on va dire, quelque chose qui cloche, à savoir que l'enfant, non seulement va avoir un caractère un peu répétitif dans ses gestes, dans ses paroles, donc il va répéter ce qu'il entend, ce qu'il voit, il va également avoir certains troubles qui seraient plus de l'ordre du trouble de l'anxiété qu'autre chose, mais encore une fois, on va mettre beaucoup de symptômes là-dedans, mais qui ne relèvent peut-être pas forcément de l'autisme, mais qu'on va attribuer à l'autisme parce qu'on constate que chez certains de ces enfants, il va y avoir des points communs et dans d'autres cas, il va y avoir des choses qui vont se rajouter. Donc encore une fois, il n'est pas facile à cette époque de démêler ce qui peut relever de l'autisme et ce qui peut-être peut relever encore d'autres choses. Les Sanctis, c'est basé par exemple sur une enfant qui avait été traumatisée, une enfant de 3 ans. Donc est-ce qu'on peut supposer que les symptômes relevant de cet enfant ne relèvent peut-être que du syndrome post-traumatique? On peut se poser la question aujourd'hui. C'est totalement possible. Et là, Heller souligne d'autres comportements, à savoir une hyperactivité, à savoir des
gestes répétitifs, à savoir tout un tas de choses. Donc qu'est-ce qui peut relever de l'autisme? Ça, c'est encore autre chose. Mais les deux praticiens ont un avis qui converge sur certaines choses et qui en même temps diverge sur d'autres choses. À cela, on peut ajouter donc après tout ce que je vous ai raconté, les hallucinations, l'hyperactivité, tout ça. Et là, va souligner également que dans tous ces symptômes, il y a aussi également une forte régression, notamment concernant la propreté. Alors, cette régression peut être due à différentes choses, mais il l'inclut dans cette forme de démence infantile que l'on va associer à l'autisme. Donc, on voit encore que c'est comme beaucoup de maladies très peu connues ou très mal connues à cette époque, on va mettre un peu tout et n'importe quoi justement dans les symptômes, quitte à ce que ça relève d'autres choses, mais encore une fois, on ne pose pas de jugement là-dessus, c'est comme ça qu'à l'époque on a associé l'autisme. En 1911, Eugen Bendler, un psychiatre suisse, se place sous la même longueur d'onde que Kraline, que nous avons vu précédemment, et que DeSantis, donc il ne fait que suivre ce que l'ont fait ses prédécesseurs. Dans cette optique justement de continuer, du moins d'être dans la même lancée que les deux précédents, ce dernier réalise une étude sur la perspective dissociative des diverses fonctions, notamment psychiques, chez les enfants qu'on qualifie d'autisme. Ces travaux, justement, sont marqués par plusieurs influences, notamment les influences de Jung ou même Freud, mais ça c'est encore autre chose. Mais les plus connus concernent notamment le concept de démence précoce. Donc encore une fois, on va rester sur le terme de démence. Il faut bien comprendre une chose, c'est que à cette époque-là, l'autisme, vous compreniez bien ça, parce qu'aujourd'hui l'autisme n'a pas la même signification qu'à cette époque-là. Aujourd'hui, on sait que c'est un trouble, on sait que c'est un handicap, mais à l'époque, c'était de l'ordre de la maladie mentale, donc on allait le traiter comme si c'était une maladie mentale par divers traitements. On ne va pas considérer ça comme étant, on va dire, une maladie, un handicap à proprement parler. Donc, il faut bien avoir en tête qu'à cette époque-là, c'était, et même jusqu'à une période intéressante, ça relevait de l'ordre de la maladie mentale et pas de tout ce qui était en rapport avec la génétique ou la biologie, comme on le verra après. Donc, gardez bien en tête ce genre de choses et surtout, prenez du recul quand vous lisez ce genre de choses. Dans son ouvrage, justement, sur cette fameuse démence, intitulé Dementia praecox orc cumpe der Schizophrenien, donc je suis désolée par avance pour la prononciation qui est combien mâchée et approximative. Dans son ouvrage publié en 1911, celui-ci énonce la notion de groupe des schizophrénies. Donc, de démence qu'on a vu jusqu'au début, on va aller vers la notion de schizophrénie. Donc, on sait très bien aujourd'hui ce que signifie la schizophrénie, on sait très bien quel genre de maladie c'est, mais à cette époque, on va les associer énormément entre elles. C'est-à-dire que l'autisme et la schizophrénie, l'autisme et la démence, il n'y a pas de grande différence entre justement ces deux notions. On va les associer ensemble. Et c'est cette association qui fait que on a eu pendant longtemps beaucoup de mal à dissocier les deux. Donc, groupe de schizophrénie dans laquelle il inclut cette forme de démence, donc on dit l'autisme, du moins ce qui relevait de l'autisme à l'époque. Et dans là-dedans, il décompose également les différentes composantes qui, selon lui, peuvent être à l'origine de l'autisme. Et c'est à ce moment-là que le terme autisme est introduit justement dans ce fameux groupe des schizophrénies pour la première fois. Donc le terme autisme à la base avait déjà été utilisé mais sans plus. En 1911, on a enfin un spécialiste qui va mettre le mot autisme sur cette maladie. Mais comme je vous le dis, le terme autisme n'a pas la même signification qu'aujourd'hui. Il faut faire très attention parce que d'une époque à une autre, ce terme n'a pas la même connotation qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'autisme n'a rien de négatif, mais à cette époque-là, c'était assez à la limite. En effet, selon lui, cette maladie se caractérise par des troubles affectifs et un repli sur soi, caractérisé par une dissociation du monde extérieur pour répondre, on va dire, aux envies de l'enfant. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enfant, dans ce que va nous expliquer l'air, c'est que l'enfant, en fait, souffre de troubles affectifs. On le verra avec Atner un petit peu, cette notion de trouble affectif, qui justement, lui, va énoncer une théorie qui a fait beaucoup de mal par la suite. Donc, de troubles affectifs et un repli sur soi, donc un enfant introverti, à supposer, mais également un enfant qui s'échappe du monde extérieur pour être dans sa bulle, en fait. C'est les enfants qui sont dans leur bulle. Aujourd'hui, ça n'aurait rien de suspect, mais à l'époque, c'était quelque chose de suspect, puisque l'enfant, à ces époques-là, n'a pas la même place dans la société qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les enfants ont une place d'enfant. Jusqu'à une période très récente, on considérait les enfants comme des petits adultes. On s'en occupait, mais c'était pas forcément le même rapport à l'enfant qu'aujourd'hui. Il faut bien avoir en tête que d'une époque à une autre, l'enfant n'a pas la même place, ne reçoit pas les mêmes attentions qu'aujourd'hui. Cette forme, on va dire, de repli sur soi est considérée comme une forme d'intelligence, comme quoi, même en étant introverti, ça ne veut pas dire qu'on est déconnecté du monde, permettant, comme je vous dis, de s'échapper du monde réel pour aller vers un monde imaginaire, vers un monde où l'enfant, on va dire, peut se réfugier. Donc ce qu'on
on peut dire, comme je vous l'expliquais, un enfant qui se met à rêver, qui va dans sa bulle, qui est dans sa bulle en fait, qui est dans son monde, comme on pourrait dire si bien. À l'époque, on associait ça un peu à l'autisme, ou du moins à cette forme de démence ou de maladie. Donc, d'un enfant, on va dire, qui est un petit peu introverti, qui est un peu dans son monde, qui aime bien rêver, on va un peu le mettre un peu dans cette espèce un peu de bagage, en fait, dans cette espèce un peu de case, qui n'est pas forcément une case appropriée pour ces enfants-là. Jusque-là, Böhler ne distingue pas la schizophrénie autistique, donc ce qui relève de la schizophrénie et l'autisme, et de l'autisme en lui-même. Donc, comme je vous dis, il n'y a pas forcément trop de distinction à quelques différences près. Il n'y a pas forcément de distinction entre les deux, ou du moins elles sont très faibles. Mais petit à petit, le praticien va s'éloigner des influences de ses premiers travaux, du moins des premiers travaux qu'il a effectués en début de carrière, pour privilégier d'autres pistes de recherche concernant l'origine de ce trouble, notamment des pistes génétiques, à savoir est-ce que l'autisme n'est pas transmissible par exemple par les parents, ou est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on va retrouver par exemple dans certaines familles. La génétique en général, c'est ça. En effet, on constate que la schizophrénie est bien plus un trouble qui est de l'ordre du narcissisme, voire de l'égocentrisme qu'autre chose. Donc Böhler à ce moment-là se dit, est-ce que l'autisme et la schizophrénie n'est pas un petit peu différente sur beaucoup d'aspects, parce que l'enfant autiste, même si il est introverti, il va quand même réussir à nouer des liens avec d'autres enfants. Ça va être le cas par exemple dans l'étude de Kapner qu'on verra après. Donc on peut supposer que Böhler, passé un certain moment, s'est interrogé justement sur les caractéristiques de ces enfants, et est-ce que justement le terme peut-être schizophrénie n'est peut-être pas le mieux choisi pour qualifier cette maladie, ce trouble. J'utilise le mot trouble volontairement parce que dire que c'est une maladie aujourd'hui, c'est quand même un peu loin de la vérité, c'est plus un handicap qu'autre chose. Donc il s'est interrogé à un moment donné sur justement est-ce que ce fameux trouble n'est peut-être pas d'origine génétique, n'a peut-être pas d'autres origines que justement le comportement de l'enfant ou autre chose. Mais même si cette distinction entre les deux notions commence un petit peu à se créer, elle reste notamment très fragile et on va continuer plus ou moins à les associer de façon assez maladroite au fil du temps. Par ailleurs, pendant longtemps, Böhler considérait que la schizophrénie et l'autisme ne sont pas très différentes, c'est ce que je vous ai expliqué, et ne varient que par leur taux de gravité. Donc autrement dit, ce qui relèverait peut-être du plus ou moins léger pourrait relever de l'un ou de l'autre. Donc qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ce que je vous ai raconté, et qui est pourtant, je le conçois, très compliqué à comprendre, c'est que pendant longtemps, l'autisme était considéré comme une maladie mentale. Je tiens quand même à ce que ça soit bien ancré dans la tête, parce que ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait très bien que l'autisme, on peut le prendre en charge. Il y a énormément de structures, il y a énormément de choses adaptées, il y a énormément de choses qui ont été faites, même si, à mon avis, et ce n'est qu'un avis personnel, il y a peut-être encore d'autres choses qu'on ne sait pas encore, mais toujours est-il que l'autisme à ces époques-là, c'est pas la même définition qu'aujourd'hui. Il faut bien le garder en tête, parce qu'on aurait peut-être tendance à l'oublier. Pendant, on l'a vu, du 19e siècle jusqu'à l'avant Première Guerre mondiale, l'autisme, c'est une maladie mentale. C'est de l'ordre de la démence. On considère l'autisme comme une forme de démence, avec des symptômes plus ou moins proches, plus ou moins éloignés, un petit peu fourre-tout. Puis on va mettre ça sur le compte d'une schizophrénie infantile. La schizophrénie, dans certains cas, se déclare, et c'est prouvé aujourd'hui qu'elle se déclare plutôt à l'adolescence, plutôt qu'à la petite enfance. Aujourd'hui, par des études, on le sait, mais à l'époque, on soupçonnait que c'était de la schizophrénie infantile. Donc, on voit très bien que ça relevait de la maladie mentale. On voit très bien que ce n'était pas du tout considéré comme un trouble à proprement parler, que c'était quelque chose qu'on pouvait guérir par une psychothérapie, par des traitements ou toute autre chose. Donc, on ne considérait pas ça comme un handicap, on considérait ça comme une maladie que l'on peut traiter, et d'une maladie où on peut trouver des symptômes qui se traduisent par tout et leur contraire. Donc, il faut faire très attention quand vous lisez, justement, quand vous vous renseignez sur l'autisme, de ne pas faire l'amalgame entre autisme, maladie mentale, et autisme handicap. Aujourd'hui, c'est considéré comme un handicap, pas comme une maladie mentale, comme la schizophrénie, comme toute autre démence. La démence, c'est encore autre chose. Donc, faites bien attention quand vous lisez quelque chose là-dessus, parce que justement, à ces époques-là, au tout début du XXe siècle et du XIXe siècle, ces maladies n'ont pas la même signification qu'aujourd'hui, et elles n'ont pas la même portée qu'aujourd'hui. Le contexte de la Première Guerre mondiale et de l'entre-deux-guerres ne signale pas de nouveaux travaux ou de nouvelles approches pour expliquer les origines de l'autisme. Donc on a une stagnation dans la recherche à ce moment-là. Toutefois, c'est entre 1943
en pleine période encore de la Seconde Guerre mondiale et 1955, que les approches pour expliquer les origines de l'autisme commencent un peu à s'orienter vers une forme d'inadaptation de l'enfant à développer des relations avec autrui, donc des introvertis clairement, mais des introvertis d'un autre genre, et de la distanciation parentale. Donc on en parlera avec Kapner. Cette théorie a fait beaucoup de mal pendant très longtemps et elle a été abandonnée, on va dire il y a plusieurs années de ça, il y a plusieurs décennies, mais pendant très longtemps ça a fait beaucoup de mal. Toutefois, à côté de l'émergence de ces nouvelles approches, on peut souligner une volonté de distinguer la schizophrénie infantile, donc de ce qui relevait de Beller et des autres, et de l'autisme infantile, ou du moins de l'autisme chez l'enfant, si vous préférez. Toutefois, malgré cette distinction, certains auteurs, entre 1943 et 1955, et même après, continuent à classer l'autisme parmi les psychoses de l'enfant, donc les maladies mentales chez les enfants, très clairement. Mais entre 1955 et 1971, on assiste à une insistance de la part de certains chercheurs sur les composantes plutôt cliniques, comme par rapport à un retard important au niveau du langage, une bonne mémoire, donc qui avait été soulignée préalablement par DeSantis. Et à partir de 1965, on assiste à une espèce d'établissement des liens entre l'autisme infantile et l'hérédité, donc les parents. Donc c'est ce que je vous dis. Donc qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après la Première Guerre mondiale, en fait, les théories qui ont été émises par les précédents, par leurs prédécesseurs, vont commencer à s'affiner, à être reprises et être beaucoup plus creusées qu'avant. Toutefois, il faut bien garder en tête que l'autisme, encore à cette époque-là, est considéré comme jusqu'à à peu près la fin de la Première Guerre mondiale, une maladie psychiatrique. Donc petit à petit, le côté psychiatrique va être laissé de côté pour faire place à quelque chose qui relève plus de la génétique, de la biologie. Mais il faut bien garder en tête que encore à cette époque-là, c'est encore le cas, on continue à mettre l'autisme dans les psychoses de l'enfant, c'est-à-dire dans les maladies psychologiques, psychiatriques des enfants. Donc il faut bien garder en tête, encore une fois, je le dis, je le répète, qu'à ces époques-là, l'autisme ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui et surtout, c'est pas la même signification. Et c'est à partir de Kapner et Asperberg qu'on va avoir une définition peut-être plus précise, plus consistante, du moins plus concise, du moins des symptômes qu'ils ont pu relever, mais surtout qui relèvent peut-être plus de ce que l'on connaît de l'autisme aujourd'hui. D'ailleurs, les travaux de Kapner et Asperberg sont toujours utilisés aujourd'hui, mais on les a beaucoup épurés et on a laissé de côté certaines théories qui relevaient plutôt de la supposition, voire peut-être qui n'avaient aucun fondement biologique, voire génétique de la chose. Dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, deux spécialistes publient les travaux les plus connus de cette époque sur le sujet de l'autisme, Léon Kapner et Hans Asperger. Toutefois, les deux hommes s'intéressent à l'autisme bien avant leur publication respective en 1943 pour Kapner et 1944 pour Asperger. En effet, depuis 1938, Léon Kapner a choisi de s'intéresser plus particulièrement aux enfants car leur comportement est assez différent des adultes. En 1943, il publie l'étude que l'on lui connaît le plus, Autistic Disturbance of Affective Contact. Et dans celle-ci, l'auteur relate les observations qu'il a effectuées sur un groupe d'enfants, mais également il analyse et interprète leur comportement que je vous ai expliqué précédemment. Dans cette observation, il se base sur un groupe d'enfants âgés de moins de 11 ans, donc principalement des enfants voire avant la puberté. 8 garçons et 3 filles. Il constate chez ces enfants une apparence physique normale de prime abord et une grande intelligence, avec également une bonne faculté de mémorisation et une obsession pour certains sujets, c'est-à-dire une idée fixe sur des sujets qui les passionnent et qui les intéressent. Toutefois, malgré une apparence physique normale, l'auteur constate quand même une légère, ce qu'on va appeler une macrocéphalie, donc c'était une espèce, on va dire, ce qu'on va appeler plus clairement une tête plus grosse que les autres, donc plus ou moins l'expression stricte de ce qu'on peut appeler une grosse tête, mais à prendre bien entendu avec des pincettes, bien entendu. Et il constate également chez plusieurs sujets des soucis au niveau de la posture, donc au niveau du corps, et de la motricité, donc au niveau, on va dire, de tout ce qui est en apparence. Ces enfants ont l'air normaux, mais ils ont quand même quelques anomalies d'un point de vue physique. Ces particularités sont, selon Kapner, à mettre en lien avec des anomalies neurologiques, donc c'est ce que je viens de vous expliquer. Et par ailleurs, le praticien constate chez certains sujets, notamment les sujets très jeunes, une absence d'attitude anticipatrice, notamment chez les bébés, quand on les prend dans les bras. Ce qu'il souligne en fait, c'est que ces enfants, dès les premiers temps de leur vie, en fait, n'ont pas la faculté de tendre les bras quand on les prend, ou ce genre de choses. Il observe en fait une absence presque de réaction chez ces enfants. Par ailleurs, il constate aussi que certains de ces
sujets, ou du moins certains de ces enfants, ont certains signes de ce qu'on va appeler une sclérose tubéreuse, qui est une espèce de maladie déjà génétique et héréditaire. Donc, ce qu'ils constatent chez ces enfants, c'est plusieurs anomalies qui peuvent être soit en lien avec l'autisme, soit des anomalies qui étaient déjà présentes chez ces enfants, qui étaient déjà présentes dans les familles et qui n'étaient peut-être pas forcément en lien avec l'autisme en lui-même. En dehors de ces quelques traits physiques, le praticien note plusieurs choses concernant le comportement de ces enfants. Tout d'abord, il constate des difficultés à nouer des liens avec les autres, donc des difficultés de l'ordre de ce qu'on peut appeler social. Toutefois, il refuse, du moins il réfute la notion qui avait été mise en avant par Beller, dont on a parlé précédemment, à savoir le repli sur soi. Le fait que ces enfants ont du mal à nouer des liens avec les autres ne veut pas dire qu'il y ait un repli sur soi, mais voilà, ça fait partie de ce qu'il attribue à l'autisme à cette époque-là, mais la notion de repli sur soi de Beller, il la réfute totalement, il ne l'accepte pas, il la met totalement de côté. Il constate une facilité du moins d'interagir plus avec les objets qu'avec les humains, donc des enfants qu'on pourrait presque qualifier dans leur bulle d'une certaine manière, et certaines difficultés, notamment au niveau du langage, ou du moins une difficulté d'usage du langage, ou une absence du moins de ce dernier, et il n'aime pas le changement. Ce sont des enfants en fait déjà qui remarquent qui aiment tout ce qui est routinier, c'est-à-dire que tout ce qui va être de l'ordre, on va dire, d'une modification de leur routine, va faire en sorte que l'enfant va se sentir totalement perdu et pas forcément, on va dire, dans un élément qui le rassure. Toutefois, même si les enfants autistes communiquent peu, voire pas du tout avec autrui, Kadner remarque quand même dans son étude que les enfants qu'il observe ont développé une espèce de moyen de communication entre eux spécifique, notamment avec des répétitions de mots ou de phrases qu'ils entendent à droite et à gauche d'autres personnes. Donc ces enfants, ce qu'il va remarquer, c'est qu'il va y avoir des troubles au niveau du développement du langage, c'est-à-dire une absence, soit des difficultés à utiliser le langage. Des enfants qui ont tendance à favoriser, on va dire, une forme de routine, du moins ils se sentent en sécurité dans tout ce qui va être de l'ordre de leur routine. Ils vont avoir du mal à interagir avec autrui, avec les autres, à nouer des liens. Du moins, c'est ce que Kadner va relever, notamment d'un point de vue, on va dire, social, d'une certaine manière. Par ailleurs, même si il réfute la notion de repli sur soi, comme je vous l'expliquais, qui avait été mise en avant par Beller, du moins dans les travaux de Beller, il le conserve toutefois et il met en avant d'une certaine manière des symptômes que l'on pourrait presque qualifier de l'ordre de troubles qui ont déjà été évoqués par Beller et qui vont relever plus ou moins de ce et qui vont des troubles primaires dont on va parler un peu plus tard, mais déjà il s'accorde avec Beller sur ce point-là, à savoir qu'il y a des troubles qu'on va qualifier de primaires, des symptômes primaires chez l'enfant, mais il va tout de même mettre de côté la notion de repli sur soi. Donc il a fait plus ou moins un tri dans les notions que Beller avait expliquées sur l'autisme par le passé, mais toutefois, comme je vous l'ai expliqué, du temps où Beller a publié ses travaux, il y avait encore déjà une grosse confusion entre la schizophrénie et l'autisme. Donc il faut quand même faire la part des choses à ce niveau-là. Dans son étude, Kadner évoque un facteur qui, jusqu'à cette époque, a été peu envisagé, à savoir le facteur biologique, c'est-à-dire l'origine génétique de l'autisme. Cela vient de façon très précoce, notamment par le biais de l'hérédité, donc je vous en avais déjà parlé, car il a constaté que chez les enfants autistes, il y avait des traits de l'autisme déjà chez les parents. Donc il y avait déjà des symptômes chez les parents, du moins de ce qu'on pourrait voir comme étant l'autisme chez les parents, et qui ont été transmis chez les enfants. Par ailleurs, Kadner souligne un facteur relevant de la psychanalyse, donc du moins de la psychiatrie, et en effet ce dernier donne une description du milieu social de l'enfant, du moins du milieu familial. Donc cette analyse de psychanalyse va reposer sur des facteurs environnementaux, à savoir le facteur familial, et cette analyse psychanalystique va avoir énormément de dégâts pendant très longtemps. En effet, ce dernier met en avant, du moins de ce qu'il va relier à l'autisme, comme étant des carences affectives chez certains de ses enfants. En effet, selon ses observations, les 11 enfants qu'il a observés regroupent plusieurs critères. Ils viennent de milieux assez privilégiés, assez aisés, mais qui sont assez froids, assez peu expressifs au niveau des sentiments. Les parents sont distants avec eux, donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que cette distanciation familiale
entre les parents et les enfants, Gardner va considérer que c'est justement cette distanciation qui va être à l'origine de l'autisme chez l'enfant, et c'est ce qui va favoriser justement ça. Donc d'un côté, il y a une analyse de psychanalyse qui va se reposer plutôt sur une notion environnementale, plutôt familiale, et de l'autre côté, il va mettre en avant des traits plutôt génétiques. Donc c'est quand même pas évident à cerner de prime abord justement par rapport à ça, mais justement par rapport à cet aspect de l'autisme où justement ça va être les familles qui vont être responsables des symptômes des enfants. C'est des symptômes qui vont, c'est des observations qui vont durer assez longtemps et qui vont avoir de très très gros dégâts dans les familles. Selon lui, il est cela également, comme je vous l'ai dit, la cause du fait que l'enfant a un trouble autistique et du fait que ces enfants ne parviennent pas à créer des liens avec autrui. À ce stade de la recherche, ce que l'on considère comme étant l'autisme infantile est plus un syndrome psychopathologique qu'autre chose. Donc à la fois relevant d'une maladie entre guillemets et de la psychanalyse. De plus, il y a une vraie volonté de distinguer l'autisme infantile de la schizophrénie infantile. Donc on va se détacher plus ou moins, comme je vous l'avais expliqué précédemment, de cette assimilation entre l'autisme infantile et la schizophrénie qui avait perduré jusque-là. On cherche à se détacher justement de ces deux notions et d'en faire des notions bien distinctes, voire une notion plus valable que l'autre. De plus, Gardner et d'autres spécialistes, plusieurs décennies plus tard, ne reconnaissent pas cette notion de schizophrénie infantile, du coup la mettent totalement de côté. Et en 1943, les travaux de Gardner connaissent un certain succès d'un point de vue international et ils sont publiés principalement en anglais. Donc une langue qui permet justement à faire en sorte que les travaux de Gardner soient plus connus que ceux d'Asperger qu'on verra après, et qui font qu'ils feront plus office de loi qu'autre chose. En 1955, par rapport à l'autisme infantile précoce, Gardner délaisse totalement la vision psychopathologique qu'il a maintenue pendant un certain temps pour définir cette forme d'autisme, donc l'autisme que l'on vient de décrire précédemment. Il souhaite plutôt établir des traits plutôt spécifiques à la personne autistique, notamment en se basant sur des notions, comme je vous l'ai dit, de symptômes primaires qui avaient déjà été évoqués par Beller auparavant, et de symptômes secondaires qui découlent des premiers. Les deux types de symptômes ne doivent pas être confondus, car même s'ils contribuent au diagnostic de l'autisme à cette époque-là, il n'en reste pas moins que ça peut être dû à autre chose. Toutefois, ces deux qualifications de symptômes, malgré tout, posent quelques problèmes pour poser un vrai diagnostic, parce que ce qui va être de l'ordre de l'autisme, c'est-à-dire par exemple le fait d'avoir du mal à nouer des liens ou quoi que ce soit, ou le fait d'avoir une bonne mémoire, ou le fait de, tout simplement d'être des personnes très routinières qui ne supportent pas le changement, peuvent être dus à d'autres maladies ou à d'autres façons de vivre que l'autisme. Donc c'est quelque chose qui pose déjà énormément de problèmes. Dans les symptômes primaires, on peut trouver également un désir de répétition, donc c'est-à-dire des mots, des phrases, ce genre de choses principalement, ou encore une extrême solitude arctique. Alors une extrême solitude, ça va plutôt être ce qu'on va qualifier de repli sur soi, mais ça va être des enfants qui vont pas nouer de liens, qui vont être un peu dans leur bulle, si on peut dire ça comme ça. Toutefois, dans l'établissement du diagnostic, Gardner met totalement de côté les troubles du langage. Ce qui avait été mis en avant par lui dans ses premiers travaux vont être totalement délaissés bien des années plus tard, qui sont des caractéristiques, enfin des symptômes de l'autisme et que l'on reconnaît aujourd'hui, d'ailleurs, qui ont été maintenus aujourd'hui. Toutefois, Gardner et Leo Halstenberg, un pédopsychiatre américain, ont quand même du mal à cette époque-là à démontrer leurs hypothèses, car cela n'est pas possible à cette époque. Il faut savoir que même s'il y a un renouveau dans la recherche qui commence vers les années 50, mais plus 60-70, il y a quand même encore quelques limites. À cette époque-là, on va faire intervenir énormément de notions venant de l'extérieur de la spécialisation pour expliquer d'autres phénomènes, mais il y a encore une fois une limite à ça, et c'est ce qui fait qu'ils ont encore du mal à prouver justement ce genre d'hypothèse, mais voilà, c'est quelque chose qui était présent. En 1965, l'hypothèse de l'autisme comme étant un trouble neurologique biologique, donc relevant de la médecine, relevant du corps, commence à émerger. En 1968, Gardner démontre que l'autisme infantile précoce, l'autisme quoi, n'est pas dû à des causes environnementales, comme ça avait pu être le cas précédemment, mais dû au système nerveux central. Donc on va se décaler plus ou moins de tout ce qui va être de l'ordre plus de la psychanalyse, plutôt de tout ce qui est de l'ordre de l'analyse de l'environnement, de la famille et tout ça, pour se concentrer plus sur un point de vue médical. Toutefois, le savoir concernant les causes de cette forme d'autisme reste quand même très limité, du moins très limité pour l'époque. Toutefois, même si Leo Gardner poursuit
ses travaux après les années 40, un autre spécialiste publie également ses travaux dans cette même tranche d'époque, à savoir Hans Asperger. En effet, en 1944, Hans Asperger publie également son étude intitulée Autistic Psychopathy in Childhood, et dans son étude, il donne une description du comportement d'enfants, surtout des garçons. Donc les deux ont fait des études sur des enfants, ils ont observé des comportements d'enfants, justement pour appuyer leurs thèses, pour appuyer leurs argumentaires. Il énonce également l'intelligence de ces enfants qui se caractérise par des compétences importantes dans certains domaines, comme par exemple une bonne mémoire ou ce genre de choses. Il met également en avant chez ces enfants-là un certain intérêt pour ce qui est de l'art et de la philosophie, donc on peut supposer que c'était des enfants qui venaient de milieux assez aisés, donc c'est des observations qu'ils ont fait sur un échantillon d'enfants, ça n'est pas une généralité, qu'on soit bien d'accord. L'intérêt d'Asperger pour ce trouble ne date pas de la Seconde Guerre mondiale, c'était déjà le cas bien avant. En effet, ce dernier mène déjà des recherches sur ce sujet bien avant la période de sa publication et même bien avant la période où même Kapner s'y intéresse à ce moment-là. Et il remarque que l'état d'autisme n'est pas reconnu à la naissance, et entre la naissance et l'âge de 3 ans, ce qui maintenant aujourd'hui n'est plus le cas puisque on détecte l'autisme déjà chez les enfants assez tôt. Mais toutefois, sur les sujets étudiés, Asperger constate bonne maîtrise de la grammaire, un rythme plus ou moins différent selon les enfants et selon les individus, mais avec une difficulté de l'utiliser par la suite. Donc on peut supposer que c'est une difficulté de l'ordre du langage, voire même de l'écrit probablement. Et il démontre aussi une inaptitude à engager des relations sociales avec autrui et même de comprendre tout ce qui relève de l'ordre des règles de la société ou des codes sociaux. Donc ça fait un peu écho avec ce que Kapner a fait un an avant. Donc on peut dire plus ou moins que ces deux spécialistes en fait se complètent mutuellement et rajoutent certaines fois des précisions à l'un et à l'autre. À côté de cela, on peut noter que ces enfants possèdent une grande capacité de mémorisation, donc une capacité, une intelligence, comme disait Kapner, bien au-dessus. Mais toutefois, les critères d'identification quant au diagnostic énumérés par Asperger, donc des critères d'identification du diagnostic de l'autisme que Asperger a constaté, sont toujours valables aujourd'hui, ce qui montre que les travaux d'Asperger ont quand même s'ils ont été très peu mis en avant par la communauté scientifique, ont quand même plus se voix aujourd'hui qu'à son époque. Pourquoi les travaux d'Asperger ont été tellement peu mis en avant à son époque? Parce que tout simplement ils ont été écrits en allemand et l'époque a fait que c'était peut-être pas forcément la meilleure idée du siècle, mais c'est vrai que la communauté scientifique s'y est très peu intéressée, contrairement aux travaux de Kapner. Donc ce qu'il faut comprendre de ces deux spécialistes, c'est que ça a été les pionniers concrètement du diagnostic de l'autisme, déjà qui est valable aujourd'hui et qui était du moins valable aussi à cette époque-là, mais qui ont été, on va le voir bien juste après, mais qui ont été remaniés, certaines théories ont été abandonnées, d'autres ont été conservées, certaines ont été étoffées et même approfondies, d'autres ont été mises de côté parce que dangerosité, parce que non fondement scientifique, notamment le fait que les enfants étaient autisme était dû au contexte familial, ça a été totalement abandonné, on le verra après. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut bien garder en tête, c'est que les travaux de Kapner et Asperger ont été les travaux pionniers justement du diagnostic de l'autisme, mettant de côté la notion de schizophrénie qu'on a vue précédemment, mettant totalement de côté, voire abandonne justement cette notion de schizophrénie pour se concentrer vraiment sur des symptômes qui sont peut-être plus proches à l'époque d'un trouble propre plutôt que à une maladie déjà connue dans laquelle on aimerait plus ou moins se l'assimiler, voire le rapprocher, mais qui n'a strictement rien à voir. À partir des travaux de Kapner et Asperger, un bon nombre de spécialistes basent leurs recherches sur leurs théories et leurs descriptions qu'ils en donnent. Certaines d'entre elles sont approfondies et leurs répercussions sont parfois très importantes, notamment celles concernant tout ce qui est autour des carences affectives et de l'environnement familial. Plus tard, les théories de Kapner et Asperger sont devenues fondamentales et dont les résultats sont encore très utilisés aujourd'hui et toujours d'actualité. Ces dernières ont contribué à poser un diagnostic clair et aussi précis que possible sur tout ce qui est autour des symptômes de l'autisme et ses caractéristiques. Dans les années 60, les recherches sur l'autisme se penchent essentiellement sur l'approfondissement des notions de facteurs primaires et secondaires, ainsi que ceux des facteurs environnementaux et familiaux. Donc c'est en continuité avec les travaux qui ont été menés dans les années 40. En 1961, Mildred
Kirk, une psychiatre britannique, donne une description de l'autisme à partir des facteurs primaires énoncés par Gardner dans ses travaux. Aux facteurs primaires déjà connus, elle y rajoute quelques-uns, notamment un retard mental important, une anxiété importante avec crise épisodique ou encore des gros problèmes de mobilité ou des fortes réactions au bruit ou au toucher. Autrement dit, les autistes, de ce qu'elle peut en conclure, sont très sensibles à tout ce qui est autour. Quand on les touche, ils peuvent avoir des mauvais gestes, ou bien au niveau du bruit, ils peuvent avoir des réactions parfois violentes. Et des fixations, on va dire, dysfonctionnelles, notamment sur des objets ou des parties d'objets. Donc autrement dit, des fixations un peu obsessionnelles, où on va scruter certainement, un peu sous toutes les coutures, quelque chose d'inanimé. En 1967, Bruno Bettelheim, un psychiatre américain d'origine autrichienne, publie des travaux intitulés The Anti-Fortress, où il approfondit la théorie de Gardner concernant les carences affectives et l'environnement familial. Il se penche notamment sur la figure maternelle qu'il tient essentiellement pour responsable de l'état de l'enfant. Il essaie de démontrer que l'autisme est dû à une sorte de déni de l'existence de l'enfant par les parents, donc une espèce, on va dire, de l'enfant est transparent aux yeux des parents, il n'a pas d'existence. Et les conséquences de cette théorie vont être dramatiques, notamment car bon nombre d'enfants vont être enlevés à leurs parents et soignés par des méthodes qu'on qualifie d'éducatives. Alors, comme je vous l'ai dit, ces théories sont de Gardner et cette théorie-là est dramatique du fait, comme je viens de vous le dire, que des enfants ont été retirés, alors que s'il faut, ces enfants n'étaient pas forcément autistes à la base, ils avaient peut-être des troubles autres, mais on a tenu en partie responsable les parents de l'état de l'enfant, alors que on va le voir juste après, ça n'a absolument aucun rapport, ou du moins ça n'a aucun rapport avec l'environnement familial, mais toujours est-il que cette théorie a fait énormément de dégâts. À l'heure d'aujourd'hui, ce type de méthode est reconnu comme étant des actes de maltraitance envers les enfants et des actes de maltraitance sévères, et elle a été abandonnée car on estime qu'elle n'a aucun fondement scientifique et que ça n'avait aucun effet, que ça n'avait aucun rapport par rapport à l'autisme. En 1969, Cyril Kopernik et Léon Heisenberg, que nous avons vu précédemment, mettent en avant deux perspectives se basant sur les facteurs primaires. Encore une fois, on revient sur cette notion de facteurs primaires qu'on avait déjà vu avec Liebeler, avec Gardner, mais là on remet une couche encore une fois sur ces facteurs primaires. Et cette première perspective se base essentiellement sur des symptômes dits fondamentaux pour le diagnostic de l'autisme. La deuxième perspective se définit par les facteurs primaires avec les facteurs secondaires, mais ayant un rapport en fait avec les facteurs primaires, donc l'un découle de l'autre encore une fois. Cette théorie est reprise énormément de fois et énormément dans beaucoup de diagnostics concernant l'autisme. En 1969, John Randall Short, un praticien australo-britannique, parvient à identifier les premières manifestations de l'autisme différentes de celles de Gardner. Donc on a déjà des symptômes de l'autisme par Gardner déjà bien établis, connus à ces époques-là et reconnus pour certains à cette époque-là, mais certains scientifiques praticiens, psychiatres vont rajouter d'autres symptômes qu'ils estiment être en lien avec l'autisme ou des types d'autisme peut-être plus ou moins sévères. Enfin, il souligne que dans ces manifestations, il y a une espèce de forme de témérité face au danger, l'enfant n'a aucune conscience du danger, il a des difficultés d'apprentissage et l'utilisation incompréhensible de la gestuelle ou de mimique. Donc en fait, il va rajouter des difficultés qui sont peut-être pas dues à l'autisme mais qui sont dues à autre chose. Des fois, ça peut être dû, par exemple, on sait aujourd'hui que le fait de ne pas avoir conscience du danger, ça peut être tout simplement dû à de l'hyperactivité ou autre chose. Mais justement, on va rajouter encore une fois des symptômes qu'on lie à l'autisme, mais qui plus tard sont abandonnés parce qu'on s'aperçoit que ça n'a aucun lien avec l'autisme. Par ailleurs, d'autres spécialistes ajoutent également d'autres manifestations en plus de celles de Randall Short, donc des manifestations qui sont encore une fois constatées. Et ces derniers vont rajouter par exemple des sautes d'humeur, des graves difficultés affectives ou une attitude un peu égocentrée. Alors les difficultés affectives, on l'a déjà vu, c'est des choses qui reviennent énormément quand on parle de justement des symptômes de l'autisme, c'est quelque chose qui revient énormément, les difficultés affectives, notamment de se lier aux autres. Donc ils vont mettre en avant des symptômes qui sont déjà connus, mais ils vont en mettre d'autres en lien, et comme on le sait aujourd'hui, qui ne sont pas forcément en lien avec l'autisme en lui-même. Si les années 60 se caractérisent par une volonté d'établir les principaux symptômes de l'autisme, ou du moins de ce qui peut s'en rapprocher, ainsi que les causes de ce trouble, notamment les causes environnementales et familiales, les années 70 se distinguent plus par une volonté de distinguer l'autisme de la schizophrénie infantile. Même si les causes de l'autisme restent encore un espèce de mystère à cette époque-là, ça fait partie de ces maladies
du moins jusqu'à une période intéressante, où on met beaucoup de symptômes, mais on ne sait pas encore en fait si c'est de l'autisme pur et sévère ou si ça relève d'un autisme beaucoup moins sévère, beaucoup plus léger, beaucoup plus, on va dire, modéré. C'est qu'on ne sait pas encore se dépatouiller également. Donc qu'est-ce qui peut en revenir de l'autisme sévère ou qu'est-ce qui n'en est pas. Donc il faut faire très attention car on vient de donner énormément de symptômes là depuis le début de cette partie, des symptômes qui sont un peu divers et variés, mais gardez bien à l'esprit que à cette époque-là, on n'arrive pas encore à séparer, à catégoriser bien comme il faut ce qui relève de l'autisme sévère, ce qui relève de l'autisme modéré ou des troubles envahissants du développement ou de ce genre de choses. On ne sait pas encore tout ça. C'est au fil et à mesure des recherches qu'on apprend et qu'on arrive à faire un peu la part des choses et le ratio. En effet, entre les années 40 et 70, l'autisme est considéré toujours comme une forme de trouble psychologique de l'enfance malgré son assimilation à la schizophrénie. Et il est également associé à un handicap intellectuel sévère, à un manque d'adaptation sociale, donc encore une fois on remet ce genre de choses en avant, ou encore à un manque ou une absence de langage expressif significatif, donc un manque, on va dire, d'expression, une espèce un peu on pourrait peut-être qualifier de froideur, d'inexpression, vous savez, ces gens qui ne laissent pas transparaître leurs émotions. Donc on va mettre ça sur le compte de l'autisme. L'inadaptation sociale, on l'a vu, ça revient énormément. Ils s'aperçoivent que les autistes ne se sociabilisent pas, n'arrivent pas à créer des liens. Donc en fait, ils mettent en avant, encore une fois, des symptômes déjà existants, mais ils les réaffirment parce que tout simplement ce sont des symptômes qui sont des symptômes de cet handicap. Toutefois, dans cette continuité des travaux de Léon Kapner, Michael Ruther en 1972 et Gérard Miller en 1974 renforcent l'idée qu'il n'y a pas de lien entre la schizophrénie infantile et l'autisme, donc il n'y a pas de lien. Donc c'est à partir des années 70 que l'autisme et la schizophrénie en fait se sont séparés en fait. L'autisme d'un côté, la schizophrénie de l'autre, on arrive en fait à dire ces deux notions différentes, ça n'a strictement aucun rapport. Donc il faut séparer ces deux notions qui sont contradictoires et qui n'ont pas forcément de lien entre elles. En 1977, Reva Ariela et Sonia Freeman font une synthèse des symptômes principaux de l'autisme. Et dans cette synthèse, ces dernières se concentrent sur les manifestations chez l'enfant avant l'âge de 30 mois, donc avant l'âge à peu près vers l'âge de 2 ans, voire un peu plus de 2 ans. Notamment, elle constate un développement anormal de l'enfant autiste dans son attitude par exemple à répondre à des stimuli sensoriels, donc le toucher, l'écoute, etc., etc., du langage et surtout au niveau cognitif. Là, on va faire une petite pause. Ce qu'on peut dire, c'est que à un certain moment de la recherche de l'autisme, on va se concentrer sur des enfants plus ou moins âgés, notamment dans certaines recherches, on va se concentrer sur des enfants qui ont déjà entre 2 et 4 ans ou des enfants beaucoup plus grands et on va essayer de distinguer qu'est-ce qui relève de l'autisme, du moins des principaux symptômes de l'autisme. On va mettre un peu tout et n'importe quoi, on s'en aperçoit bien, mais à un moment donné, on va réduire justement la tranche d'âge étudiée pour voir si on ne trouve pas des traces de l'autisme, notamment chez les tout petits, c'est-à-dire les petits enfants de la naissance à 2 ans. Donc le champ de recherche au niveau de l'âge des enfants se réduit énormément et ça permet aux chercheurs de justement voir s'il n'y a pas des traces de l'autisme dès les premiers temps et comment le prendre en charge. Les chercheurs veulent établir aussi un ensemble de facteurs concernant l'incapacité des enfants autistes à interagir avec les humains, donc ça on l'a déjà vu et revu, et tout ce qui les entoure, concerne, on va dire, l'interaction vers les gens, l'interaction vers l'environnement, on va dire dans son ensemble, ce qui l'entoure, pour se consacrer à un monde qui lui est propre, à un monde dans lequel il est en sécurité. Et l'idée principale est de différencier et d'organiser toutes les informations cliniques qu'on dispose à cette époque-là et d'établir un diagnostic. Donc c'est ce que je suis en train de vous dire. On commence déjà, dès les années 70, et même un peu avant, à se poser des questions sur qu'est-ce qui relève de l'autisme, qu'est-ce qui n'en relève pas, quelles sont les formes, s'il y a des plus légers ou plus sévères. Donc on commence un petit peu à vouloir catégoriser tout ça pour pouvoir un peu s'en dépatouiller et faire un diagnostic le plus précis possible. En 1978, Michael Ruther constitue sa propre définition de l'autisme. Ce dernier se base sur 3 facteurs primaires, du moins de tout ce qu'il considère comme facteurs primaires, à savoir l'incapacité à développer, encore une fois, des relations sociales, des troubles du langage et une obsession pour certains sujets précis, certaines choses. Donc qu'est-ce que remettent en avant encore une fois ces chercheurs? Beaucoup de symptômes déjà extrêmement connus, mais avec lesquels maintenant on arrive un peu mieux à distinguer ce qui peut relever de l'autisme sévère, ou du moins des premiers symptômes de l'autisme, et comment justement l'appréhender. Encore une fois, les recherches post-Seconde Guerre mondiale vont énormément se centrer sur les travaux de Kapner et Asperberg, essayer de les approfondir. Certains chercheurs vont chercher justement à confirmer ces symptômes, voire à les mettre encore plus en avant que ce qui était déjà fait, et d'autres vont rajouter d'autres symptômes qui des fois ne sont peut-être pas forcément en lien avec l'autisme, qui sont en lien des fois avec juste
d'autres choses, avec d'autres troubles, mais avec lesquels on les met dans cette catégorisation parce que justement ça relève de l'enfance. Les années 80 se caractérisent par les travaux de la psychiatre Lorna Wink, mais également par l'apparition de classifications bien distinctes, c'est-à-dire les TSA, qu'on appelle les troubles envahissants du développement. Je vous renvoie à la vidéo qui avait été faite l'an dernier, par exemple, sur les TSA, sur le syndrome d'Asperger et de Turner et tout ça, je vous y renvoie. Vous aurez toutes les informations qui le concernent, mais là, on va vraiment pas rentrer dans les détails à ce niveau-là. En effet, la psychiatre Lorna Wink crée une définition bien différente de celle qui est connue à ce moment-là, et elle regroupe énormément de notions clés pour définir justement l'autisme. Notamment tout ce qui est autour de la communication sociale, les troubles variables que l'on a déjà vus, et l'interaction envers autrui, une espèce d'interaction envers autrui limitée. Donc ça, on l'a déjà vu. En fait, elle reprend ce qui a déjà été mis en avant et elle fait une espèce de petite synthèse de 3 symptômes principaux pour justement dire ça en relève. En 1981, elle publie un article intitulé Asperger's Syndrome Clinical Account, où elle met en avant les travaux d'Asperger, mais également elle émet une hypothèse concernant l'autisme, comme quoi l'autisme n'est pas un trouble aussi rare qu'on le prétend. En effet, bien précédemment, on considérait que l'autisme, certainement l'autisme sévère que l'on connaît aujourd'hui, relevait plutôt de la rareté qu'autre chose, mais Lorna Wink va se poser la question justement au moment des années 80 quand elle publie ses travaux, est-ce qu'il n'y a pas d'autres catégories d'autisme beaucoup moins sévères, d'autres catégories de troubles avec les mêmes symptômes, les mêmes caractéristiques qui pourraient relever de l'autisme mais qui ne sont pas un autisme sévère comme on l'a vu jusqu'à présent, mais qui pourraient être justement sur ce spectre-là. Donc elle va s'interroger justement sur tout cela et pour cela elle va reprendre les travaux d'Asperger et non pas ceux de Kapner pour justement créer cette espèce de mise en avant de ce qu'on va appeler certainement le syndrome d'Asperger. C'est durant cette décennie que les classifications des différentes formes de l'autisme sont créées, donc du plus léger au plus sévère, voilà, et ces classifications permettent d'établir un diagnostic bien plus précis par exemple de l'autisme ou de ce qui va relever du TSA qui signifie trouble du spectre autistique, donc je vous renvoie à la vidéo qu'on avait fait l'an dernier pour que vous ayez plus de détails. Donc les années 80 vont permettre d'établir justement les premières classifications de l'autisme des plus sévères au moins sévères. Donc c'est à partir des années 80 où on peut dire vraiment tout ce qui relève de l'autisme et tout ce qui n'en relève pas commence vraiment à se mettre en place. On a vu que les années 70 ont dégagé la notion de schizophrénie infantile chez les enfants par rapport à l'autisme. Donc il y a une vraie distinction entre ce qui relève de la schizophrénie et ce qui relève de l'autisme. Donc il y a une vraie volonté dans les années 70 de dégager la notion de schizophrénie du champ de l'autisme parce que ça n'en relève pas, mais jusqu'à présent c'était le cas. Et dans les années 80, c'est là où les TSA vont apparaître, où on va justement mettre en place ces classifications de l'autisme. Donc on peut dire que le vrai coup de pied dans la fourmilière va se situer un peu entre les années 70 et 80 au niveau de tout ce qui est travaux importants de l'autisme. En 1980, Gérard Verkès donne une conception assez claire de ce qui relève de l'autisme, du moins une conception assez pertinente, à savoir que lui par contre va se baser sur tout ce qui est autour de la notion de monde intérieur et de monde extérieur par rapport à l'autisme. Donc très clairement, ce qu'on a déjà vu et un peu revu encore une fois jusqu'à présent, à savoir que l'autiste va avoir beaucoup de mal à nouer des liens extérieurs avec autrui, mais il va se construire tout un monde autour de lui, tout un monde, on va dire presque qui s'est constitué une bulle d'une certaine manière, et où il se sent en sécurité et où il ne se sent pas en danger. Donc lui il va plutôt se baser là-dessus, mais globalement, pour la majorité, on va plutôt se baser plutôt sur le côté social de l'autisme, sur le côté plutôt trouble du langage, que le trouble cognitif. On va se baser plutôt pour définir l'autisme jusqu'à ces années-là, sur ces notions-là. Les années 90 sont la décennie de l'affirmation du syndrome d'Asperger, dont la classification et la description des maladies liées à l'autisme, ainsi que le caractère héréditaire et génétique de cette dernière. Par ailleurs, il existe à cette époque un débat sur les différentes formes de sévérité de l'autisme et sur le syndrome d'Asperger. Donc on se demande si l'un est lié à l'autre. Par ailleurs, le syndrome d'Asperger n'est pas encore extrêmement bien défini. Il y a encore quelques zones d'ombre vis-à-vis de ça. En fait, ce syndrome va découler de tous les travaux qu'Asperger a fait depuis le début et plus ou moins les chercheurs et les chercheuses vont se poser des questions à savoir si ce fameux syndrome n'est pas lié à l'autisme ou s'il ne l'est pas. Et plus la recherche a avancé, plus on s'est aperçu que le syndrome d'Asperger est lié et inscrit dans le spectre justement de l'autisme. Je vous renvoie encore une fois à la vidéo qu'on avait fait l'an dernier sur ce genre de choses pour que vous ayez quelques éléments qui pourraient vous éclairer. Les recherches montrent également qu'avant l'âge de 3 ans, on définit le trouble autistique à travers 3 points. Tout d'abord, l'interaction sociale.
social, cela est revenu très souvent, la communication entre l'enfant et les parents et ainsi de suite, et l'intérêt pour certaines choses, ainsi qu'un comportement limité et répétitif. Donc on retrouve encore une fois ces caractéristiques qu'on a déjà vues et revues durant toute cette partie, mais plus ça va aller, plus les chercheurs vont justement essayer de dégager des points principaux pour établir le diagnostic et comment détecter justement l'autisme chez les enfants de plus en plus tôt. On assiste également à un élargissement de la définition de l'autisme en mettant en avant un ensemble de caractéristiques appartenant à certains individus, notamment à l'individu en lui-même. Et les recherches se concentrent également sur la question des TSA, donc troubles du spectre autistique, et de leur diagnostic, ainsi de la dimension génétique justement de l'autisme et de ce trouble. Donc on est passé de symptômes qu'on a observés, qu'on a décrits au travers du temps, à travers d'observations d'enfants ou quoi que ce soit. On va chercher justement à savoir l'origine de l'autisme, mais qui n'aura rien à voir avec justement le facteur environnemental ou familial, on va dire, du moins de la famille. On va chercher des origines de l'autisme, mais qui vont se rapprocher plus de la génétique, du médical, que par exemple de points de vue qui n'ont aucun fondement scientifique. Par ailleurs, durant les années 90-2000, cet aspect justement du caractère génétique, mais surtout héréditaire, va être énormément mis en avant. Notamment, on va démontrer que le risque de mettre un enfant autiste au monde est plus élevé si la mère, alors la mère, mais il y a aussi les deux parents, l'un des deux parents, ont eu des antécédents de maladies psychiatriques, notamment des signes de dépression, de TOC ou quoi que ce soit. Alors oui, il y a eu des recherches qui ont été menées là-dessus, justement pour expliquer l'autisme. Certaines recherches vont plus tard mettre aussi en avant certains médicaments ou autres, mais on cherche un facteur génétique qui pourrait éventuellement expliquer pourquoi l'enfant a ce trouble, pourquoi l'enfant a cet handicap. Donc on va essayer de voir à peu près justement s'il n'y a pas des antécédents, des facteurs de l'ordre dans les gènes familiaux, justement par rapport à ça. En 1994, Bernard Imland publie une étude sur, on va dire, l'évolution de l'assimilation qui avait été faite au préalable entre la schizophrénie et l'autisme au travers du temps. Donc il va essayer de faire une espèce un peu de chronologie, une espèce d'histoire en fait, de cette assimilation qu'il y avait justement au préalable entre la schizophrénie infantile, donc tout ce qui est autour de la démence, et de l'autisme, pour montrer qu'on a quand même une certaine forme d'évolution sur ce point de vue-là, mais il a voulu quand même essayer de retracer une espèce probablement de chronologie pour voir l'évolution justement entre ces deux perspectives qui n'ont aucun rapport l'une avec les autres, ainsi que, comme je vous l'expliquais, les changements qui ont été apportés, donc les changements de point de vue, soit à travers les observations, soit à travers de la recherche clinique, de la recherche psychiatrique. Donc cet homme a essayé de montrer que l'une et l'autre ont été très longtemps confondues l'une avec l'autre, mais en réalité elles n'ont aucun rapport. La schizophrénie et l'autisme sont des choses qui sont deux choses différentes. On sait qu'aujourd'hui la schizophrénie va plutôt se déclencher plutôt vers l'adolescence, du moins la plupart du temps, même s'il y a des cas où bien sûr ça va se déclencher bien tard, un peu comme la bipolarité, mais globalement on s'est aperçu plus ou moins que la schizophrénie et l'autisme sont vraiment deux choses différentes et qu'il n'y avait pas lieu de les mélanger, qu'il n'y avait pas lieu de comparer l'autisme à une forme de démence. Toutefois, il existe des divergences en faveur d'une distinction plus de l'autisme précoce et des pathologies infantiles, notamment les maladies on va dire psychiatriques, genre les psychoses ou la schizophrénie. Donc quand même dans les années 90, il y avait encore ce débat, est-ce que l'autisme relève justement de ces maladies-là ou est-ce qu'elle n'en relève pas? Est-ce qu'il faut faire une distinction? Donc il y a encore un peu cette espèce de débat, mais c'est un débat qui ne va pas perdurer, même s'il y aura toujours des débats sur telle ou telle chose, ce débat-là ne va pas durer. Rimland évoque également une espèce de similarité entre les symptômes de la maladie et son évolution, donc des symptômes qui vont évoluer au fur et à mesure que la maladie va s'installer, ou du moins que le trouble va s'installer. Et en 1987, Karine Dunn se penche également sur l'aspect neurologique et biologique des origines de l'autisme, donc c'est ce que je viens de vous expliquer. On va décortiquer plus ou moins comment justement le cerveau de l'autiste fonctionne au travers d'expérimentations cliniques. On va essayer de voir dans le cerveau un peu les réactions. On va faire un petit peu une espèce d'étude du comportement de l'autisme, mais d'une étude différente en sachant qu'on va regarder exactement comment le cerveau de l'autiste fonctionne et quelles sont en fait les caractéristiques cliniques, les caractéristiques biologiques qui caractérisent justement le cerveau de l'autiste. Donc qu'est-ce qu'il faut comprendre dans toute cette partie qui est très longue, c'est que l'autisme a été une maladie qui a été très longtemps incomprise et qui a suscité bon nombre de fantasmes.
Alors oui, comme vous l'avez vu, on l'a comparé à la schizophrénie, on l'a comparé dans une forme de démence pendant longtemps. Ensuite, on a cherché des facteurs un peu plus sérieux, entre guillemets, à savoir qu'on va essayer de voir si éventuellement l'autisme ce n'est pas autre chose. Et les travaux d'Asperger et de Kapner nous ont montré que non, ce n'est pas une démence, c'est une maladie qui est propre, c'est un handicap qui est propre, qui n'a rien à voir avec une maladie psychiatrique et qu'elle a des symptômes bien spécifiques. Ces symptômes, on les a revus pendant toute cette partie. C'est notamment, par exemple, des problèmes d'interaction sociale, des troubles du langage, une espèce de répétition dans les gestes, dans les paroles, pour ne citer que cela, parce que ce sont ceux qui sont le plus mis en avant. Donc, les symptômes de l'autisme, ou du moins les symptômes les plus apparents, on les connaît, ils sont connus des scientifiques, des spécialistes, des psychiatres, ils sont connus, mais on va quand même me chercher à savoir, et c'est là peut-être la subtilité des années 70 jusqu'à 90, on va chercher à rechercher justement une espèce d'origine génétique, une espèce d'origine biologique, médicale, en regardant justement, en explorant par le biais certainement de radio ou de technologies qui étaient propres à cette époque-là, comment justement le cerveau de l'autisme fonctionne. Est-ce qu'il y a des caractéristiques au niveau du cerveau, s'il y a plus de matière blanche qui s'accumule ou ce genre de choses. Donc on va chercher des origines médicales, on va chercher du côté de la famille, s'il n'y a pas des antécédents, s'il n'y a pas peut-être un trouble du spectre autistique justement au sein d'une famille. On va chercher des explications bien plus scientifiques, par exemple les explications qu'Adler a fournies, à savoir est-ce que l'autisme n'est pas dû à une froideur des parents, une déni des parents. Il y a eu aussi le cas, nous l'avons vu, de la froideur maternelle, de la figure maternelle. Toutes ces théories qui ont fait énormément de mal pendant très longtemps justement aux familles, qui ont amené à ce que les enfants soient retirés des familles pour être soignés par des méthodes pédagogiques qui ont eu aucun résultat au final, puisque ça ne relevait pas de ça. Donc on voit très bien que l'autisme, pendant très longtemps, on a cherché des explications de l'ordre environnemental, familial, ce genre de choses, mais on n'a pas cherché pendant très longtemps un aspect génétique, voire héréditaire. On s'y est penché dessus pendant un moment, on a évoqué comme quoi ça pouvait être quelque chose d'héréditaire, mais c'était pas la théorie la plus à la mode vu un moment, donc on l'a laissé de côté jusqu'aux années 80-90 où on a commencé vraiment, voire 70, où on a commencé vraiment à se demander si justement il y avait peut-être pas un caractère médical, s'il n'y avait pas un caractère plutôt biologique là-dedans. Alors je fais une petite parenthèse là-dessus. Dans ces années-là, en fait, on assiste à un renouveau justement d'un point de vue de la recherche, à savoir qu'on fait intervenir justement dans certains domaines des notions qui ne sont pas de l'ordre du domaine. Exemple là, tout ce qui est autour de la psychiatrie, on va faire intervenir du médical pur qui relève pas de la psychiatrie. Donc on voit qu'on fait intervenir des disciplines extérieures à la discipline principale, à savoir que là c'était la psychologie, la psychiatrie, mais on va faire intervenir pour expliquer l'origine de l'autisme des points de vue plutôt médical, plutôt mais de la médecine pure. Donc on voit que cette espèce un peu de renouveau également de la recherche, cette volonté de faire intervenir des disciplines annexes que la discipline principale, montre que cela avait beaucoup avancé également la recherche et que justement ça apporte un point de vue différent, un point de vue qui a été développé sans plus à une époque mais qui là est développé à son maximum justement pendant ce renouveau. Donc on voit très bien que l'autisme pendant très longtemps ça a été un trouble qu'on ne comprenait pas, mais qu'au fur et à mesure de la recherche, au fur et à mesure des observations, on arrive à en dégager des symptômes principaux, des origines aussi principales. Alors certaines sont encore incertaines même encore aujourd'hui, mais on arrive plus ou moins à essayer de la comprendre et à essayer justement de mettre le doigt sur des origines vraiment concrètes de ce trouble chez les enfants. Durant les années 2000, on établit les premières règles pour établir les premiers diagnostics de l'autisme. Ce diagnostic se base sur deux qualifications avec à la fois des avantages et des inconvénients de ce diagnostic. Et par ailleurs, on se penche également sur tout ce qui est autour des anomalies chromosomiques, à savoir que oui, nous avons vu précédemment que le facteur génétique et biologique de l'autisme commençait un peu à émerger, voire commençait à avoir aussi des recherches dessus, mais on va pousser plus loin en incluant justement une dimension autour des chromosomes autour, à savoir si l'autisme n'est pas dû à une défaillance chromosomique ou s'il n'y a pas des chromosomes en plus. Donc on essaie vraiment de trouver des pistes qui vont encore plus loin dans l'aspect génétique et biologique justement quant aux origines de l'autisme. En 2001, les recherches valident également les observations de Kapner sur la macrocéphalie. Vous savez, c'est la dimension de la tête. Nous l'avions déjà vu, cette notion de macrocéphalie, à plusieurs reprises. Et en 2002, les recherches
chercheurs mettent également en avant la notion d'hérédité. Donc on revient encore une fois sur cette notion d'hérédité que l'on a déjà vue précédemment, mais qui est de plus en plus mise en avant au fur et à mesure des recherches, que ce soit des spécialistes ou autres. Et pour cela, ils mettent en avant également une étude faite sur des jumeaux où le risque de l'autisme est plus élevé. Alors ça va se baser sur des jumeaux qui vont être monozygotes et zygotes. Ce sont des catégories de jumeaux où ils vont faire des observations par rapport à savoir si l'autisme d'un enfant à l'autre peut être plus ou moins grave, ou si ça peut éventuellement faire une espèce un peu de photocopie par rapport aux jumeaux. Donc on va essayer de trouver des explications vis-à-vis de l'autisme dans des catégories d'enfants bien précises, et les jumeaux sont une catégorie d'enfants bien précise, puisque les jumeaux sont très souvent la photocopie de deux êtres, ou de deux êtres avec quelques différences mais relativement minimes. En 2003, les recherches constatent un comportement d'évitement par rapport à certains stimuli chez les enfants autistes, notamment au niveau visuel ou bien sonore. Autrement dit, certains enfants vont manifester aucune réaction vis-à-vis d'un certain type de son, ou même un certain type de stimuli visuels. Donc ils s'aperçoivent que ça fait partie des potentiels comportements que les enfants autistes peuvent avoir. En 2005, Valérie Rouchesne et Karen Pierce soulignent que tous les enfants autistes sont atteints de macrocéphalie, alors avec plus ou moins de degré de gravité bien entendu. Et par ailleurs, elle constate également que l'augmentation du volume de la tête peut être mise en relation avec l'apparition de d'autres anomalies plus importantes sur le plan moteur et sensoriel et de l'attention chez les enfants de 2 à 4 ans et demi. Donc elles ont pris un échantillon d'enfants de 2 à 4 ans et demi, en rappelant quand même que les diagnostics de l'autisme se posent des fois bien avant cette tranche d'âge-là, et que alors soit on va prendre des enfants qui sont autour des 3 ans, soit on va prendre des enfants encore beaucoup plus jeunes, donc c'est un échantillon qui est un petit peu entre les deux, et elles s'aperçoivent qu'au niveau de la grosseur de la tête, ils s'aperçoivent qu'au final, la grosseur de la tête, ou du moins des observations qu'ils en ont fait, peut jouer quant justement à certaines anomalies chez l'enfant. C'est un facteur qui a été mis en avant bien avant ces recherches-là, mais qu'on tend quand même à affiner par rapport justement à tout ce qui est autour des origines, ou du moins de ce qu'on va attribuer comme à l'autisme. Par ailleurs, les chercheuses fournissent également une grande documentation qui renforce justement la mise en avant de la macrocéphalie et du degré de sévérité de l'autisme chez l'enfant, comme je vous l'ai dit, de 2 à 4 ans. Donc on voit très bien qu'elles ont fait des recherches sur un échantillon d'enfants bien précis, qui sont pas totalement des nouveau-nés, qui sont plus totalement des bébés, mais qui vont vers le jeune enfant en fait. En 2005, une étude démontre que dans le cadre des TSA, dont je rappelle le trouble du spectre autistique, le facteur génétique rentre en ligne de compte. Donc on voit très bien que selon les formes d'autisme, le facteur génétique est quand même très présent. En 2006, Pascal Lenoir remet en avant la notion de symptômes secondaires comme le retrait social ou les troubles du langage. Donc rappelez-vous cette notion de facteur secondaire, on l'avait vu déjà précédemment, mais là on y revient avec cette fois-ci une remise en avant de tout ce qui est autour du retrait social, c'est-à-dire un enfant qui se replie sur soi entre guillemets, et des troubles du langage. Vous savez, cette maîtrise du langage peu acquise ou acquise mais restituée de façon très difficile. Donc lui remet en avant des symptômes qui sont connus, et dans son étude il montre également que les facteurs génétiques sont importants pour comprendre justement les troubles du spectre autistique, car l'autisme est forcément lié à un facteur génétique au sein des familles. Donc ce qu'il lui va observer, c'est que dans les familles justement, s'il y a des parents qui sont atteints d'un trouble du spectre autistique ou qui ont des autismes plus ou moins sévères, ce dernier va constater que cela peut se retrouver dans d'autres générations, des parents à l'enfant ou des grands-parents aux petits-enfants, ce genre de choses, avec des formes plus ou moins modérées et avec aussi le caractère, encore une fois, génétique qui est mis en ligne de compte. En 2007, des chercheurs mettent en avant également des observations sur 7 enfants âgés de 20 mois à 3 ans, donc entre 20 mois et 3 ans, dans ce que je venais de vous dire, et durant lesquels ils vont observer l'état des cerveaux de ces derniers. Donc par tout un tas de procédés médicaux, ils vont regarder, comme je vous l'expliquais, l'accumulation de matière blanche, ce genre de choses, de substances blanches. Donc ils vont essayer de savoir un peu si l'origine génétique, biologique de l'autisme ne se situe pas, ne serait-ce que déjà à l'intérieur du corps. Et pour cela, ils vont observer les cerveaux des enfants par tout un tas de procédés, par tout un tas d'appareils, où justement on va étudier le cerveau des enfants pour savoir exactement comment réagit un cerveau d'enfant autiste et comment réagit un cerveau d'enfant normal entre guillemets qui n'a pas d'autisme. Donc on va faire tout un tas de comparatifs là-dessus. En 2009, des recherches ont mené une étude sur 19 enfants afin de démontrer que lorsqu'un membre de la fratrie, donc des enfants qui sont des frères et sœurs, de la fratrie qui est autiste, donc sur par exemple 4 enfants, s'il y en a un qui est autiste, les chercheurs vont regarder
regarder ça, que les autres enfants ont tendance à développer aussi des signes eux-mêmes un peu de ce qu'on pourrait approcher de l'autisme, mais à un niveau différent, à savoir à un niveau plutôt social, notamment autour des interactions sociales, ou du moins de ce que les chercheurs vont constater. Donc une espèce un peu d'effet de mimétisme qui n'en est pas vraiment un, mais globalement ils vont observer ce genre de comportement chez les enfants qui ont un frère ou une sœur autiste au sein de leur fratrie. Dans les années 2010, on constate que c'est plus une forme de continuité des travaux des années 2000. En 2011 par exemple, les chercheurs s'attardent plus sur le caractère héréditaire et génétique, donc encore une fois on va poursuivre un peu ce qui a été entamé dans les années 70, 80, 90, poursuivi en 2000, avec justement le caractère génétique et héréditaire qui va être remis en avant et qu'on va encore une fois associer à l'autisme. Et en 2012, la Haute Autorité de Santé, une entité indépendante, abandonne les théories psychiatriques jusque-là conservées, qui ont fait pour certaines beaucoup de mal, et qui persistaient énormément justement à cette époque-là, dans une publication intitulée « Recommandations des bonnes pratiques professionnelles sur l'autisme et autres troubles envahissants du développement », donc ce qu'on associe également à l'autisme, du moins ça en faisait partie, développement, intervention éducative et thérapeutique coordonnée chez l'enfant et l'adolescent. Donc autrement dit, on va tout ce qui est autour de toutes ces théories autour de la psychiatrie, de la psychanalyse qui ont été gardées pendant longtemps et que nous avons vu à quel point certaines observations de psychiatres, voire de psychologues, ont fait énormément de dégâts. On a vu par exemple dans la partie précédente, dans le contexte familial, où on reprochait carrément le fait que les parents niaient la présence de l'enfant, ou du moins l'existence de l'enfant, que c'était dû à la mère. Bref, toutes ces théories que nous avons vues précédemment, ces théories-là ont fait énormément de mal, et ces théories-là ont été certes abandonnées, mais d'autres ont été conservées dans du domaine de la psychiatrie, et on s'est aperçu qu'au fur et à mesure du temps, ces théories n'avaient pas lieu d'être, puisque ce n'est pas une maladie mentale. L'autisme, c'est un handicap qui a des facteurs génétiques, des facteurs biologiques, et qui ne sont pas nés d'une maladie psychiatrique ou psychologique, comme la schizophrénie dont on a très longuement parlé plus tard. Donc on voit très bien qu'il y a une volonté de se détacher de toutes ces théories qui n'ont pas forcément lieu d'être et qui n'ont peut-être aucun rapport avec l'autisme, puisque nous venons de voir au travers de la première partie et même de celle-ci qu'il y a une volonté de s'appuyer sur des données plus scientifiques, à savoir justement le facteur génétique, le facteur héréditaire, à savoir à chercher est-ce que dans les familles de parents autistes ou d'enfants autistes, est-ce qu'il n'y a pas justement des parents qui ont des facteurs qui ont peut-être quelque chose qui s'avoisine à l'autisme ou qui le sont à divers degrés. On va plutôt chercher des choses du domaine du rationnel. Donc ce que la Haute Autorité de Santé a décidé de faire, c'est tout simplement les théories psychiatriques des temps avant, on les balaye pour se concentrer sur des choses qui sont beaucoup plus scientifiques. Donc qu'est-ce qu'on doit en conclure, c'est que les années 2010, parce que 2020 il n'y a pas encore de documentation dessus, on voit quand même qu'il y a une volonté de continuité justement de l'idée que l'autisme, ou même tout ce qui est autour de l'autisme, a un caractère génétique, biologique et médical, quelque chose en fait que l'on peut expliquer par exemple des observations sur des enfants, sur par exemple autour aussi de tout ce qui est autour de la génétique, du caractère héréditaire. Donc il faut bien garder en tête, et je vais insister très lourdement là-dessus, que l'autisme jusqu'à présent, on insiste fortement sur le caractère héréditaire et génétique de l'autisme et plus sur le caractère psychologique, psychiatrique, comme ça a été le cas pendant très longtemps. En conclusion, ce que nous pouvons dire, c'est que les travaux effectués au XXe siècle par Kapner et Asperberg, c'est que cela a permis de poser les bases justement du diagnostic, ou du moins les premières caractéristiques du diagnostic pour l'autisme. Même si leurs travaux ont été dans certains aspects contestés, notamment pour certaines théories par rapport aux causes de l'autisme chez certains, il n'empêche que les travaux de ces derniers ont perduré. Certains ont été réfutés entre-temps parce que problématiques, parce que posant quelques problèmes d'ordre éthique, et surtout que ça a été des théories, notamment pour Asperberg, qui n'ont pas lieu d'être, mais surtout, ce sont des théories qui sont toujours d'actualité aujourd'hui et qui permettent justement de commencer à détecter soit un TSA, soit carrément un autisme plus ou moins sévère chez certains enfants. Nous l'avons vu, les études menées principalement étaient faites chez des enfants très jeunes jusqu'à la préadolescence, dans le but justement d'étudier leur comportement, de savoir sur quoi se base justement ce fameux
syndrome, parce qu'il ne faut pas oublier, nous l'avons vu, que bien avant leurs travaux, cela relevait de la psychiatrie sévère, notamment à cause de cette petite assimilation à la schizophrénie. Donc si on regardait certainement des sources relevant justement des hôpitaux psychiatriques sur les patients schizophrènes, on pourrait peut-être très certainement trouver, peut-être à cette époque-là et même antérieurement, ceux qui ont envie de se lancer dans cette recherche, pourquoi pas, on pourrait trouver certainement des symptômes qui pourraient relever plus de l'autisme que de la schizophrénie. Mais ça, c'est encore une fois aux spécialistes de se pencher sur la question, et surtout, c'est aux spécialistes de voir certainement comment on qualifiait l'autisme à cette époque-là. Je n'ai pas pu moi-même avoir accès à des ouvrages sur cette cause, pour la simple et bonne raison qu'il y a certains ouvrages qui sont difficilement accessibles et où malheureusement je n'ai pas pu faire quoi que ce soit. Donc j'ai eu aussi quelques freins par rapport à la bibliographie, mais peu importe. Toujours est-il que au niveau de l'autisme, même si aujourd'hui on arrive à peu près à le prendre en charge, à mieux le détecter chez les enfants, à mieux le cerner, à savoir justement qu'est-ce qui relève du TSA ou qui relève de l'autisme sévère, il n'empêche que durant justement les prochaines années, il y aura toujours certainement une part peut-être pas de fantasme, mais une part de mystère qu'il faudra peut-être percer, notamment par rapport principalement aux causes. On a vu qu'il y avait un aspect génétique qui avait été mis en avant. Certains spécialistes ont mis en avant des trucs de l'environnement, des médicaments, ce genre de choses. Mais globalement, on n'arrive pas à trouver des causes, des vraies causes quant à l'autisme, quant à ce que peut déclencher l'autisme. Ça partait de ce que moi je pouvais en lire. Certains spécialistes ont tendance un peu à faire culpabiliser les parents, notamment du fait que si leur enfant est autiste, c'est un peu de leur faute. Ça a longtemps été le cas jusqu'à des périodes très récentes. Cela n'est plus le cas aujourd'hui. Donc l'autisme, quelque part, on ne sait pas vraiment d'où ça vient. Je vous en avais déjà parlé. On ne sait pas trop d'où ça vient. On a des pistes au niveau des causes, mais on n'en sait véritablement rien. Les principaux symptômes, on arrive à les détecter, on arrive à les trouver. Historiquement parlant, on a des cas qui ont été faits sur des groupes d'enfants. Alors un peu, on pourrait trouver que de nos jours, on pourrait se dire que c'était un peu des rats de laboratoire, mais c'est comme ça que malheureusement on faisait les choses à cette époque-là. On n'avait pas toute l'éthique médicale que nous avons aujourd'hui. Il n'y a pas forcément que pour ce genre de contexte qu'on pratiquait justement ce genre d'expérience, on le faisait aussi pour les maladies, mais peu importe. Donc quelque part, l'autisme, ça reste toujours, ça va rester encore pendant très longtemps un sujet sur lequel on n'a pas forcément de données précises et qui va encore susciter, je pense, énormément d'interrogations auxquelles les chercheurs vont devoir répondre dans les années qui vont venir, même s'il y a une très bonne prise en charge aujourd'hui des enfants atteints d'autisme et une reconnaissance justement de l'autisme en tant qu'handicap. Il n'empêche que cela reste quand même un trouble où on a encore du mal à se positionner, et du moins ce sont les lectures qui m'ont donné cette impression, et on a du mal encore peut-être à faire la distinction entre ce qui relève de l'autisme et ce qui ne relève pas, du moins dans certains cas. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. Ce n'a pas été facile de la faire, qu'il y a beaucoup de choses qui se répètent, et surtout il y a aussi, j'ai l'impression, un souhait de mettre en avant certains spécialistes plus que d'autres, au point d'en mettre certains de côté, mais j'ai essayé de faire un tour d'horizon du mieux que je pouvais pour pouvoir que vous ayez, on va dire, à certains contextes justement autour de l'autisme. Je sais que cette vidéo va arriver bien après la journée de sensibilisation, j'en suis désolée, mais c'est que pour que vous ayez à peu près quelques notions justement historiquement parlant sur l'autisme, et que vous puissiez peut-être justement vous y pencher dessus si vous êtes intéressé sur le sujet, ou si vous avez un enfant autiste vous-même à la maison, et justement vous inciter encore plus à vous intéresser et à vous pencher justement sur ce trouble qui a longtemps suscité beaucoup de fantasmes, ou qui relevait, comme je vous dis, de la psychiatrie, où un enfant autiste et schizophrène, on faisait pas vraiment trop la différence, puisqu'on qualifiait ça presque de démence infantile. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker et clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. D'ici là, prenez bien soin de vous.